Bonjour tout le monde, ici Sophie de l'Académie Shaoyin et aujourd'hui, je vous présente notre 6e épisode de podcast et notre sujet, c'est la transformation, plus particulièrement la transformation du thérapeute. Donc, on a eu une magnifique conversation avec Stéphane Vien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Stéphane, c'est un thérapeute en shiatsu et un enseignant depuis fort longtemps maintenant. Il dépasse les 40 ans, comme il faut, les 40 ans de pratique. Et donc, avec lui, on a parlé de l'évolution dans la vie d'un thérapeute, comment on se transforme à travers les épreuves de la vie, à travers les rencontres, à travers les cours qu'on reçoit, les enseignements qu'on reçoit. Donc, tout ça, comment ça nous nourrit, nous, en tant que thérapeute. Et c'est ça, c'est d'avoir une rétrospective aussi, de jaser à travers tout ça, comment la place, par exemple, de l'intuition, du yin et du yang, comment on peut se transformer, comment on peut changer de polarité en tant que thérapeute. Et aussi, est-ce qu'il peut y avoir des principes de base qui soutiennent notre pratique et qui agissent un peu comme un fondement et qui permettent à cette transformation-là d'arriver. Donc, sans plus tarder, je laisse la place à la conversation avec Stéphane. Bonne écoute tout le monde. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de notre podcast avec un invité tout spécial, Stéphane Vien. Yes. Salut Stéphane, allô les filles. Bonjour Laura, Allô les filles. bonjour Stéphane. Yes, merci de m'inviter. On est Allô, très Martha. heureuse. Salut! Je suis très contente de vous voir tous, de nous voir tous ensemble dans cette plateforme, puis de partager avec toi, Stéphane. Merci d'être là. Oui. On a passé tellement de temps ensemble, c'est vraiment un cadeau de se retrouver. Parce que, comme ça, là, à travers les voies électroniques. Ouais, la nouvelle technologie. Puis Stéphane, vraiment, on est très excités les trois parce que, bon, on l'a déjà nommé là, mais tu es celui qui nous a formés en shiatsu, puis à travers le temps, moi j'ai travaillé longtemps avec toi, puis je t'ai vu vraiment te transformer moi je te voyais comme un samouraï du shiatsu et et tu l'es peut-être encore, mais ça s'est adouci, les coins sont devenus un peu plus ronds avec le temps, puis c'est vraiment l'inspiration pour ce podcast aujourd'hui de parler de la transformation du thérapeute, comment la vie nous amène à découvrir des nouvelles facettes de nous-mêmes, du travail, de l'échange avec l'autre. Puis c'est de ça qu'on a envie de jaser avec toi, puis surtout de t'entendre, parce que là, ça fait plusieurs décennies que tu pratiques cet art. Ouais. Oui. J'ai le goût de te dire que le cheminement pour chacun est très personnel, hein, c'est certain. Il y a peut-être des points de référence communs. Je peux juste raconter mon histoire à moi. Puis, oui, après 40, plus que 40 ans, 42, je calcule plus. Mais oui, avec plaisir. Puis, merci de cette invitation, parce que ça m'a obligé les derniers jours à faire un peu de ménage et à regarder un petit peu, quoi que j'écris tous les jours, je suis tout le temps en train de lire, mais on pourra en parler durant l'heure qui vient, comment tout ça s'est transformé. Mais oui, il y a un mouvement. Et heureusement, c'est ça qui me garde allumé, ce mouvement-là qui est toujours nouveau, qu'on ne sait pas où il nous mène, mais qu'il y a quelque chose qui est... on le voit avec la clientèle, on le voit au niveau du quotidien. Ouais, c'est un beau sujet. Merci. Oui, oui, c'est très riche. Et évidemment, nous, on le vit dans notre pratique, dans nos corps, dans nos relations aussi, comment le shiatsu nous a influencés, puis a changé la vision qu'on a de nous-mêmes, puis de notre existence. Oui, bien sûr. Absolument, absolument. Bien sûr. Oui, J'allais dire le dire shiatsu. Oui. Oui, vas-y. Vas-y. C'est comme dans la vraie vie. Oui, c'est comme dans la vraie vie, on s'interrompt. Oui. Oh là là. Mais c'est ça, j'ai tout le temps dit, le shiatsu, ça ne doit pas se passer juste à l'école ou au dojo, ça doit se passer au quotidien, ça doit être partout. Quand on voit des gens sur la rue, quand on voit... Moi, je me rappelle tout le temps, parce que je ne pourrais pas parler de mon processus sans parler d'Ouachi, parce que quand vous m'avez demandé à propos de ce sujet, c'est sûr qu'Ouachi est revenu
très rapidement parce que ça a été la base. Ça a été le bonhomme et je dis ça avec tendresse, là, le bonhomme qui a été à la base de tout ça. Et je me rappelle un des premiers cours qu'il nous avait donné. Il nous a mentionné que l'étude du shiatsu, à un moment donné, on est fatigué d'étudier les points, on étudie le visage. Si on est tanné d'étudier le visage, on étudie les traits méridiens, les mots synthèses. C'est un peu lui c'est un gémeau Washi comme moi. Je pense qu'on a cliqué mutuellement. L'idée d'être un peu dans tout et de laisser justement les choses prendre une profondeur parce que le temps le fait de ne pas forcer les choses, mais laisser les choses se faire tranquillement. Et puis ça m'est tout le temps resté, encore aujourd'hui, je ne peux pas ouvrir un livre sans penser à lui, avoir une pensée pour lui, puis le remercier parce que c'est un peu à cause de lui que ça m'a confirmé dans mon goût de dire, OK, c'est ample, c'est un sujet qu'on peut étudier de différentes facettes. Et je pense souvent à l'histoire des non-voyants qui touchent un éléphant. Puis il y en a un qui dit, ah, c'est un boyau, l'autre il dit non, c'est un pilier, l'autre il dit, bon, ça dépend de ce qui touche l'éléphant. On peut faire un gag avec ça, c'est sûr. Mais c'est un peu ça le shiatsu. C'est un éléphant où on peut le toucher par différentes facettes, puis on n'a jamais fini de le manger, de le toucher, de se faire nourrir par lui. Et c'est ça, moi, j'admire chez vous trois, c'est votre faim qui se poursuit tout le temps. Et je suis très admiratif de vous trois. Pour ça, entre autres. Merci. C'est vrai? Qui a allumé cette flamme? Le destin. Le destin. C'est vrai. Non, mais Oui. t'es comme on parle souvent, là, quand on parle des reins, le petit pilote. Tu es notre Mingmen. Mingmen. Je suis le Mingman. On m'a traité de bien des choses, mais c'est la première fois qu'on me traite de Mingman. Ah oui, absolument. Hey, Stéphane, tu l'as nommé brièvement, mais Martha, Sophie et moi, on se posait la question parce qu'on a été tes étudiantes, puis quand on est formé par toi, on reçoit l'enseignement des 6 principes de base en shiatsu. Puis c'est quelque chose qui reste. Il y en a qui s'éloignent un peu puis qui reviennent parce que la pratique nous les représente. Mais oui, Martha, vas-y. Oui, moi j'aime beaucoup cette façon ou cet enseignement des 6 principes de base qu'on même à l'introduction de Shiatsu, on les donne comme une base pour pouvoir poursuivre une pratique plus consciente, plus enracinée. C'est comme une code d'éthique ou une code pour évoluer comme thérapeute d'une manière saine. J'ai vu nommer les 6 principes parce qu'il y a beaucoup de gens qui les préparent. Et j'étais surprise aussi, je pensais que c'était des 6 principes du shiatsu. Pendant des années, j'ai cru que c'était comme répandu dans tout le monde, que tout le monde connaissait ça, tous les shiatsu thérapeutes connaissaient. Puis, ce n'était pas le cas. Je l'ai su après dans d'autres cours où j'ai parlé avec d'autres thérapeutes, puis j'étais comme, non, c'est quoi ça? Donc, le premier principe, c'est, je vais te laisser après ça, Stéphane, de développer chaque principe si tu veux, là, mais le premier principe, c'est être présent. Après ça, travailler avec les 2 mains, travailler avec les haras, travailler avec la respiration et laisser les liens se créer, que c'est ça que tu viens de nommer. Être confortable. Et être confortable, exactement. Être confortable. Oui, vas-y. Donc, oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est quand même des principes pour tous les thérapeutes, et même pour tout le monde, pour toute la vie, pour tout. C'est comme des principes très humains. Et voilà, je veux que si tu peux faire le lien entre ces principes-là et comment ça a fait ton transformation dans la pratique. Avoir ces principes pour évoluer, pour te transformer, pour être un meilleur thérapeute, un meilleur être humain. Est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça le vrai? Ça te parle? Je prends une grande respiration parce que c'est la base de tout. C'est là-dessus que je reviens tout le temps. Et je dois ça à Sensei Washi. C'est Washiatsu, l'école d'Owashi. On parle de ça il y a 40 ans. Donc, à l'époque, c'était même pas appelé Washiatsu. C'était l'Institut américain ou quelque chose comme ça à New York.
Mais dès les premiers cours, on travaillait avec ces principes-là. Le 6e principe, laisser les liens se faire, j'en parlerai tantôt, c'est moi qui amenais ça. Puis honnêtement, parce que je trouvais que les étudiants travaillaient beaucoup trop fort à essayer de tout comprendre, faire les liens, alors que le shiatsu par lui-même, c'est une alchimie. En pratiquant, on comprend. Mais les principes d'être présent, d'utiliser le poids du corps, d'utiliser le hara, les 2 mains, etc., c'est Sensei Ohashi qui amenait ça dès le début de son enseignement que moi j'ai connu. Et je les ai toujours gardés, ces principes-là, parce que je venais du monde des arts martiaux et de la méditation zazen. Et dans le zen, la posture revient au même principe. C'est avoir une posture qui est juste, donc une bonne respiration, ne pas forcer, laisser le poids se placer, la posture se placer, etc. Donc, je voyais comment il y avait une similitude entre la pratique de zazen, la pratique du zen et la pratique du shiatsu. Et en plus, quand on disait zen shiatsu, ben, c'était évident qu'il y avait un lien qui était proche. Et la légende dit d'ailleurs que c'est Ohashi qui a amené le terme zen shiatsu parce que Matsunaga parlait plus de keraku shiatsu ou le shiatsu des méridiens. Donc, ces principes-là me guident encore tout le temps. Mais ils se transforment. Quand on parlait de la transformation du thérapeute, ben c'est justement aujourd'hui, être présent, ça revient tout le temps, mais ça s'est manifesté de différentes façons au cours de la pratique. Au début de ma pratique, être présent, c'était je travaillais les yeux fermés. Je travaillais toujours les yeux fermés. Et c'est en suivant une autre formation dans un type de massage holistique où la professeure me disait « Pourquoi tu fermes tes yeux? » Elle me questionnait là-dessus. Ben, je dis « Ça m'aide d'être présent. » Et aujourd'hui, pour être présent, c'est au contraire, je regarde tout le temps la posture du client, je regarde même ce qui se passe alentour dans la pièce. Ma présence est toujours là, mais elle a changé complètement d'une présence intériorisée à quelque chose qui est plus extérieur. Mais c'est relatif, extérieur-intérieur, à un moment donné, sans faire de prétention, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence entre... et j'en parlerai pour les autres principes aussi, mais... plus je m'efface, plus je peux percevoir. Ça semble contradictoire. Avant, et à un moment donné, Laurent et moi, on enseignait en Europe et on s'est parlé de la présence, comment les gens utilisaient leur hara et tout ça. Et il y a des gens qui étaient très sincères dans l'utilisation de leur hara, mais à un moment donné, j'ai réalisé qu'ils utilisaient le hara, mais en forçant à vouloir faire quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, pour moi, être dans mon hara, c'est être complètement effacé. Si la personne me dit « j'ai oublié que tu étais là », je sais que j'étais dans mon hara. Au contraire, qu'avant, si la personne sentait ma présence, sentait la chaleur de ma main, là, je me disais que j'étais présent. Alors qu'aujourd'hui, pour bien percevoir le chi, l'énergie, plus je m'efface, plus je perçois, et plus je m'efface, plus je suis présent. Ce qui revient au ninjutsu, au ninja, qui est, ça a l'air un peu con quand je dis tout ce que je raconte là, mais pas con, mais quand je pensais à tout ça, je me disais, c'est le principe, lorsque je pratiquais le ninjutsu, des fois, on allait en forêt, puis il fallait se cacher pour ne pas être perçu par la personne qui se promenait dans le sentier. Et la façon de ne pas être perçu par l'autre, c'est d'être pas d'émotion, pas d'objectif, pas être un arbre avec les arbres, être une pierre avec les pierres. Et je me dis, c'est drôle parce que dans ma pratique du shiatsu, je reviens à ces principes-là que j'ai étudiés à l'époque, qui étaient dans un autre aspect plus martial, mais quand je m'efface, quand je ne suis pas là, quand le client ne sent même pas ma main, c'est là où je peux percevoir le mieux l'énergie parce que j'aimais rien. Je suis juste réceptif. Je suis juste à l'écoute de. Donc, vous voyez, juste la présence, déjà, c'est un monde. Oui. Ouais. C'est très vaste, en fait. Ouais. Ça m'a fait penser, ça c'est une tranche de vie drôle. C'est comme, des fois, je rentre, quelqu'un est dans la cuisine, puis je rentre, je suis vraiment comme peut-être dans mes pensées, ou je rentre dans la pièce sans aucune prétention, puis là, la personne se tourne, puis comme, ah, comment ça tu es là? C'est comme, j'ai pas la prétention d'être ninja et d'être effacée, mais les gens ne me sentent pas venir. Et ça m'arrive souvent d'être dans un état où je apparais, j'ai apparu comme par magie dans un espace où les gens, ils me voient pas venir. Et je trouve que c'est et quand c'est comme j'ai fait la réflexion, je suis dans cet état que tu nommes, un état mental où la conscience est comme,
focusé ou juste comme calme, apaisé, comme avec juste une intention d'être, comme une vision claire où je m'en vais. Mm-hmm. Et même, c'est de perdre cette intention-là d'être clair où tu t'en vas. C'est de laisser le chemin se manifester au fur et à mesure. Oui. C'est ça qui est difficile. On est dans nos théories. Tantôt, tu me taquinais à mettre Mathieu Tcha, les bouquins pour tenir le téléphone. J'ai plus ces livres-là. Ils sont encore dans ma bibliothèque et je trouve que c'est des références importantes. Mais dans la pratique, oui, des fois, je peux dire, OK, le yang du foie fait une attaque transverse, mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est OK, comment ça se manifeste dans le réseau des méridiens. Mais c'est le maître cœur qui est Jitsu. Comment est-ce que je peux accompagner ce mouvement-là pour qu'il se transforme ou qu'il prenne son propre chemin? Donc, quand je travaille sur les méridiens, je peux avoir les théories qui vont popper, mais c'est plus ça qui est important. Ça me donne une direction, mais une fois que la direction est en mouvement, je regarde où le mouvement m'amène. Oui. Je voulais juste revenir sur l'aspect d'être présent et non présent et de laisser les liens se faire. Je suis étonné des fois comment une phrase qu'on a pu lire revient au bon moment. Je me rappelle, à un moment donné, puis là, je ne me compare pas à lui du tout, mais Saint François d'Assise pouvait approcher les oiseaux, pouvait approcher les animaux sauvages et il était en paix. Les animaux venaient vers lui. Les oiseaux ne s'envolaient pas quand il arrivait. Puis je me dis, Saint François d'Assise était probablement dans une énergie de ne pas vouloir quoi que ce soit, être juste dans l'accueil de ce qui était là. Alors, encore une fois, je ne me compare pas à lui du tout, mais je suis étonné comment la tradition judéo-chrétienne nous amène à des consciences ou à des images de cette conscience-là qui est aussi reliée au zen, qui est aussi reliée. Je pense que tous les chemins mènent à la même place, que ce soit notre tradition à nous, puis la tradition japonaise ou la tradition... Toutes les traditions, lorsqu'ils sont pratiquées avec connectés, je pense qu'ils nous ramènent à la même place. Oui, mais je pense que la spiritualité n'a pas de religion. La spiritualité, n'importe la tradition, la spiritualité est là quand elle est sincère. L'humanité, moi, je pense qu'on voit ce que les religions font dans le monde actuellement, là, malheureusement. Je pense que si on cherchait juste à développer notre humanité, qu'on était juste humain, avec nos forces et nos faiblesses, mais reconnaître notre humanité, je pense que déjà, il y a quelque chose qui se passerait. Puis le shiatsu, c'est là que ça nous mène pour moi. Ça nous ramène à notre humanité. Absolument. Les trois sphères de l'humanité. Oui. Les trois sphères physiques, mentales et émotives. La rencontre des trois. Oui. C'est ça. Ouais. Bon, Sophie, on a parlé on ne voit pas. C'est ça. Mais j'écoutais, j'étais dans un état d'écoute, de yin. De présence et de réceptivité. Non, mais est-ce que tu dis souvent en ce moment, justement, on en parlait que une des phrases qui revient pour toi, c'est less is more. Fait que j'ai l'impression que, est-ce que c'est de ça que tu parles quand tu nommes ça, cette idée-là de présence, que c'est comme si ça génère beaucoup plus en faisant moins ou en étant moins proactif, ou comment tu le voyais, ton less is more? C'est le fruit d'un travail long. C'est pas, je veux pas que ça paraisse comme je m'en foutisme ou comme quelque chose qui... c'est comme quand tu écoutes un artiste qui joue du piano après 30 ans, 40 ans, son âme passe à travers son instrument. Il en fait beaucoup moins qu'il en faisait probablement au tout début. Comment il frappe les notes, comment il connaît son instrument, comment il résonne, le temps des notes, etc. Donc, less is more, c'est quand même le résultat d'un travail. Mais c'est une belle... J'aime pas le terme objectif parce que c'est encore quelque chose à atteindre, mais c'est un cadeau du processus. Less is more. Tu vois, je pensais, quand tu vas voir un thérapeute, plus comme un psychothérapeute, souvent, il ne parlera pas beaucoup, mais il va dire une phrase au bon moment qui va changer, parce que ça fait 800 fois qu'il t'entend répéter la même chose. Et là, c'est le bon moment pour qu'il intervienne. Mais il n'est pas intervenu durant 4-5 rencontres. Mais à un moment donné, la phrase est dite et là, tu comprends. Là, il t'a reflété au bon moment. Less is more, c'est ça. L'homéopathie, une dilution à peine 9 CH qui va chercher des symptômes
parfois multiples ou un symptôme propre et qui changent la dynamique de tout l'organisme. Less is more, c'est ça, la bonne parole, la main sur l'épaule au bon moment. Ce matin, il neigeait, des petits flocons, mais il y avait quelque chose de joyeux. Surtout si avec nos enfants, tu sais, c'est comme wow, ben moi j'ai encore mon cœur d'enfant. C'est comme wow, on passe à une autre étape de l'année. C'est juste une petite neige qui tombe, mais ça change l'énergie. Tu sais, on était dans les feuilles rouges il y a 2 jours, là on est dans le blanc de la neige. C'est des détails, mais si on est à l'écoute, c'est là aussi où l'écoute du thérapeute, ça devient l'écoute de toi comme être humain. Tout est less is more. C'est ça. C'est parler moins, être plus à l'écoute, laisser la place au client. Quand le client vient ici, c'est sa place à lui. Plus je m'efface, plus je suis capable de recevoir la personne. Mais la personne sent qu'il y a un centre dans ce mouvement-là. C'est ça, développer le hara aussi. C'est développer le centre dans lequel le client peut se sentir accueilli, puis peut se sentir... tu vois, la semaine dernière, j'ai une cliente qui m'a rappelé pour me dire « Merci de m'avoir écouté là-dedans parce que personne ne m'écoute quand je parle de ça. » Je lui dis « Bienvenue, ça m'a fait plaisir. » Mais après coup, ça a laissé de la place pour que la session puisse se dérouler. Elle avait besoin de nommer telle ou telle chose avant qu'on commence le travail sur le fouton. Donc, Boshin, Setsushin, toutes les chines, c'est aussi d'être à l'écoute de ce moment-là où la personne a besoin de parler de ça et d'écouter dans quelque chose qui peut sembler peut-être anodin pour quelqu'un qui serait à l'extérieur du domaine thérapeutique ou du domaine de l'écoute. Mais less is more, c'est de s'effacer pour laisser la place à l'autre personne. Mais qu'elle sente que tu es là. C'est pas s'effacer par gêne ou par... c'est au contraire un recul pour mieux avancer avec la personne. C'est accueillir... Je pense beaucoup à Stéphane Cromling, qui est un ami belge qui fait de l'aïkido, qui est un maître d'aïkido, et les discussions qu'on a eues d'accueillir le mouvement de l'autre pour pouvoir l'amener à découvrir quelque chose d'autre. C'est encore ça le shiatsu, c'est accueillir l'autre. C'est pas autant de faire que de laisser faire. Less is more. Beau. Quand tu parlais du hara il y a quelques instants, ce qui est monté, c'est le fait d'être bien ancré dans notre centre, d'être l'ancrage pour la personne pendant qu'elle est sur notre futon. Elle peut être vulnérable, elle peut s'abandonner dans ces vagues de pensées, de sensations, de douleurs, tout ça parce qu'elle sent que c'est correct, je tiens l'espace pour toi parce que je suis ton rock en ce moment, je suis ton rocher. Je vais t'ancrer, vas-y, on l'explore. Ça m'a fait penser vraiment à être le gardien de l'espace. Oui, être le gardien de l'espace, mais en étant en même temps en contact avec ce que ça éveille en nous, parce que les gens qui écoutent disent « Ouais, être le rock », ça peut être aussi être bouleversé soi-même. Moi, comme intervenant, je peux être bouleversé parce que la personne va me raconter, mais c'est fou encore l'image. Parfois, on voit dans les films, là, il y a un moment d'action où le héros tient par le bras la personne qui est dans le vide. Puis si elle lâche, la personne, elle va tomber. Tu sais, dans les James Bond, dans les films de héros. Puis il y a des fois, j'ai cette impression-là, on est la personne qui tient l'autre. Même si nous, on est à bout de force, on est dérouté, on laisse l'espace qu'il y a possibilité qu'on puisse aider la personne à sortir de cet espace-là où elle n'a pas les réponses. Tu sais. Bon, c'est très imagé, mais des fois, être le rock, c'est aussi accepter d'être bouleversé soi-même, mais d'être là et de garder l'espace pour l'autre personne. Être le gardien. J'aime beaucoup cette idée de garder l'espace. Même si on est bouleversé, on a le droit d'être bouleversé des fois. On a le droit de pas savoir c'est quoi, mais d'être là puis accompagner l'autre. Et ça, je pense que c'est le cadeau du travail qu'on fait, c'est d'apprendre pour soi-même, primo, à s'accueillir dans nos moments d'incertitude, dans nos moments de doute. Parce que sur le chemin, comme thérapeute, on va en rencontrer, et c'est nécessaire d'avoir ces moments-là de doute où on ne sait plus, on a l'impression qu'on n'est pas la bonne personne pour être là pour les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on va chercher une racine de plus.
Hein? On a une racine qui est faite et on prend le temps de la nourrir. Elle va grandir et nous solidifier dans notre arbre de thérapeute. Mais les racines ne pousseront pas s'il n'y a pas de vent qui pousse l'arbre, s'il y a pas... Et on s'en va dans des discussions, là. J'aime ça. Mais c'est ça, on est bougé par ça. On est bougé par notre vie privée, par ce qu'on vit au niveau de notre vie privée. On est bougé par nos enfants, nos relations, nos rencontres thérapeutiques. Et tout ça fait en sorte que notre arbre va avoir parfois des twists que l'autre n'aura pas, mais chaque racine va se solidifier. Et c'est ça qui fait que des thérapeutes qui sont là depuis 50 et parfois 60 ans, ils ont très peu à faire pour que les choses avancent parce qu'on sent déjà qu'ils ont fait du chemin. Dans le terme sensei, tu sais, des fois, on a parlé là ensemble. Un sensei, c'est celui qui a avancé avant toi. Un maître, c'est autre chose, mais un sensei, c'est celui qui a avancé sur le chemin avant toi. Donc, il y a eu des roches dans ses chaussures, il y a eu des moments où la pluie est arrivée, il y a eu de la neige, mais malgré ça, il a continué à avancer. Je pense que c'est ça l'âme qu'on développe et personne ne peut le faire pour nous. On peut avoir des modèles, des gens qui nous influencent par les lectures, par le quotidien, des membres de notre famille, des membres qui... Mais le chemin, c'est nous qui devons le faire. Tellement. Je me demande de ce moment, Stéphane, si tu as eu des rencontres dans ton développement comme thérapeute. Bien sûr que toutes les rencontres sont des rencontres qui vont nous guider ou qui vont nous amener vers des aspects de nous, de notre vie ou de notre être différent, mais des rencontres vraiment comme super spéciales pour toi qui ont fait comme un changement complet de ta vision d'être ou d'agir dont tu veux parler ou tu as envie de partager avec nous. Moi, j'en ai déjà parlé, mais Pauline Sasaki a été un modèle important et encore un exemple de quelqu'un qui... C'est parce qu'elle était que plus que... Je comprenais rien de ce qu'elle racontait. J'allais suivre des ateliers avec elle, puis toutes les fois, souvent les gens la suivaient depuis 10, 15 ans. Moi, j'arrivais là avec mon shiatsu samouraï et elle avait un toucher complètement différent, une façon d'aborder le quantum shiatsu qu'elle développait était totalement à un autre niveau. Et je n'étais pas capable de la suivre là-dedans. C'était trop un autre monde pour moi. Mais sa personnalité et qui elle était, sa gentillesse, comment elle le touchait. Je l'ai souvent raconté, mais quand on avait des ateliers au Zendo, qui est un monastère zen dans l'État de New York, on faisait zazen le matin, on méditait. Et Pauline, un matin, est venue corriger ma posture. Et à travers son toucher, j'ai compris un tas de choses qui m'ont pris 20 ans à intégrer par la suite. La douceur du toucher, less is more. Tu sais, puis elle m'a amené aussi à explorer la technique Alexander, que j'étais, comme étudiant, faire des sessions d'Alexander pour travailler sur ma propre posture, comment j'utilisais mon corps. Et tout ça, justement, c'est relié à less is more. En Alexander, par exemple, on ne va pas dire « ramène ton manteau à l'intérieur ». Elle va toucher et te faire sentir dans ton corps la différence lorsque tu joues avec un peu de cette amplitude-là du menton versus la première cervicale. Mais c'est du non-dit, c'est à travers le corps. Et c'est subtil. Comment descendre des marches? Avec mon professeur d'Alexander, on descendait les marches, puis elle me disait « Regarde comment tes genoux lèvent. » Elle me tenait au niveau du front, puis elle me disait « Regarde comment au niveau des genoux, il y a telle chose qui se passe. » Elle sentait à travers mon crâne ce qui se passait à travers mon coccyx, puis mon sacrum, puis mes genoux. Je me disais, eh, ça, c'est de l'écoute. C'est à ça que je veux arriver. Donc, tu vois, je parle de Pauline, puis ça me ramène à l'Alexander, ça me ramène à mes leçons d'Alexander. Mais c'est ça, sentir le corps arriver à... là, je suis un petit peu... attends, il faut que je retrouve mon fil conducteur. C'est ça. Donc, Pauline a été une influence importante. Moi, j'ai une petite question après. Oui, vas-y. Ben, c'est ça, je t'écoute parler, puis tu sais, t'as beaucoup de vécu, t'as été en contact avec plein de professeurs de technique. Est-ce qu'il y a des moments où t'avais juste l'impression de plus trop savoir, tu sais, que les choses se mélangent un peu, puis tu sais plus trop qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a eu des moments soit de confusion ou un petit peu de néant. De néant, parce que moi, ça m'arrive des fois, on dirait que je me dis, aïe, on dirait que je ne sais plus rien. Wow! Hey, c'est tellement le fun. Merci, Sophie.
les questions sont plus importantes que les réponses. Les questions sont plus importantes que les réponses. Je pense que c'est Léonard de Vinci qui disait ça, là, je ne suis pas très sûr. Mais j'ai été des années à avoir des petits calepins où j'écrivais mes questions pour une acupunctrice que je connaissais, pour Ohashi quand je le voyais, tout ça. Et la plupart du temps, j'oubliais ces cahiers-là. Et quand je faisais du ménage parce que j'étais rendu trop de bouquins partout, je reprenais ces cahiers-là, je me disais, wow, cette réponse-là, elle est venue par telle personne, mais pas du tout par l'endroit que je pensais qu'elle viendrait. L'important, c'est d'être mélangé puis d'avoir des questions. Puis j'aime beaucoup la phrase aussi, quand je commence à être mélangé, c'est que je commence à comprendre. Si je me pose la question, c'est qu'il y a une partie de moi qui est en questionnement. Cette partie-là de moi va continuer à chercher. Mais il faut que je relaxe. Si je mets trop d'emphase sur ce qui ne va pas, ou lorsqu'on a, entre guillemets, j'aime pas le terme cas, mais des cas clients qu'on est dépassés, ces gens-là arrivent justement pour nous poser les bonnes questions et les réponses vont venir. Donc, c'est important d'aller vers les gens qui peuvent peut-être nous répondre. Mais oui, j'ai été mélangé souvent, mais aujourd'hui, ce qui est différent, c'est que j'accueille plus les périodes où je suis dans le brouhaha comme ça, puis je me dis, mon année, je vais trouver. Et c'est ce qui se passe. C'est ça l'expérience, je pense. C'est de dire, OK, je suis mélangé. Et je sais que des fois que vous avez fait des formations avec différents professeurs, et des fois, il y a des contradictions absolues. La lecture du hara doit être plus profonde avec le travail avec les herbes. La lecture du hara, quand j'écoutais un des podcasts que vous avez fait, je me disais, wow, maintenant, je comprends encore mieux pourquoi, pour moi, la lecture du hara, c'est des spirales. C'est des vortex. Chaque région a des vortex. Donc, Pauline Sasaki, elle lisait l'hara sans toucher l'hara. C'est une bonne lecture, mais à un autre niveau. Quand tu lis l'hara plus profond, ça t'amène l'information à un autre niveau. Vous en parliez l'autre jour. Donc, dans une de vos interventions, je me disais, c'est exactement ça. Je vous voyais aller vers la compréhension, puis je me disais, c'est pas contradictoire, c'est des niveaux de lecture différents. Donc, une fois qu'on accepte qu'il y a des lectures, il y a des niveaux différents, il n'y a pas de problème. C'est comme les points, les tubos. Tu vas lire dans un bouquin, tel tubo est bon pour tel aspect, tu sais. Mais le bonhomme s'intéresse plus à l'aspect mécanique. Donc oui, le point 10 est bon pour les problèmes de vision. Mais dans un autre livre, tu vas lire le point 10 de la vessie correspond aux fenêtres du ciel, puis ça peut ouvrir la personne dans un monde différent. Mais comment tu vas aborder ton point quand tu vas être touché selon ton point de référence? Tu vas avoir des réponses différentes. Donc, niveau mental, physique, émotif. Ce qu'on parlait tantôt, les 3 sphères de la personne. Moi, je vous vois explorer ces 3 sphères-là de loin. Puis je me dis, wow, ils sont en train de découvrir plein de choses. Moi, ça me fait chaud au cœur. Moi, je trouve ça le fun, tu sais, de vous voir évoluer comme ça puis trouver vos réponses. Mais être mélangé, c'est commencer à comprendre. Et si vous n'êtes pas mélangé, méfiez-vous. S'il n'y a pas des moments de questionnement, si vous êtes trop sûr de vous-même, il faut faire attention. Moi, je me méfie des gens qui sont trop sûrs. Je peux affirmer quelque chose où je suis rendu dans ma pratique, et ça parle de moi, mais de dire que ça, c'est la réalité, et surtout au monde actuel où ce qu'on vit. Il y a tellement d'informations qui courent partout. Séparer ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, c'est parfois difficile, mais il faut revenir à la base puis au senti. Au senti. Pour moi, cette toucher, c'est le plus important. Actuellement, dans ma pratique, pour moi, le toucher, c'est ce qui est le plus important. La théorie m'amène à avoir différents niveaux de perception, mais comment ça se passe avec mon client? Qu'est-ce que je sens dans le méridien ou qu'est-ce que je vais sentir dans l'ouverture des points ou pas? Moi, ça s'est simplifié beaucoup. On parlait de Leslie Moore. Quand un point ne répond pas dans les 15 premières secondes, je vais faire autre chose. Le corps me dit c'est pas là que ça se passe. Je peux avoir plein de belles théories à dire VP30 va libérer le bas du dos, puis ça va mettre en mouvement les vessie. Puis pour plusieurs personnes, oui, mais chez cette personne-là, c'est pas VP30, c'est le point juste au-dessus, le point Tenchi qui est au moyen fessier. Alors, des fois, je vais prendre les 2 points, je vais les laisser communiquer. Pour moi, c'est juste ça. Et ça revient au Hashi. Au Hashi parlait, le shiatsu, c'est la voie de la communication par le toucher. Ma communication avec l'autre, mais aussi la communication entre les points. Et de plus en plus, c'est ce que je travaille. Pas des recettes de points, mais tu sais, quand tu regardes dans les livres, ils vont dire tel point est bon pour telle chose. Pour les douleurs à l'épaule, VP21, petit intestin 11, petit intestin 9. Maintenant, ce que je fais, c'est que je les mets en communication. Je vais prendre 3-4 points et je commence à laisser l'omoplate travailler. Est-ce qu'il bouge? Les clients me disent ça ressemble à de l'ostéopathie. Possiblement, mais pour moi, je suis dans le monde. Je ne suis pas dans le monde. Oui. Je suis dans le monde de la matière, je suis dans le monde de l'énergie.
Si vous prenez le yin-yang, la structure qui est le corps, puis l'énergie qui est le ki, c'est les deux aspects du yin-yang. Le mouvement en S, c'est tout cet échange-là constant entre la structure, qui est le physique, puis l'aspect énergétique. Donc, pour moi, cette Tsushin, c'est d'être capable, par mon toucher, de mettre les deux en communication et de sentir quelle direction que ça va prendre. Par la suite, je peux dire, OK, il y a un excès de yang du foie qui amène la vésicule biliaire à contrebalancer ça. Ça, c'est la théorie en médecine chinoise. C'est vrai que ça a sa place, mais comment ça se manifeste chez cette personne-là? Et parfois, la clé pour libérer tout ça, ça va être 39 VP dans le bas. Et là, ça rejoint Dr. Tan avec ses 6 principes, les couches de méridien et tout ça. Je pense que, Martha, tu connais bien ça. Là. Tout l'aspect les 6 méridiens, l'horloge, le voisin, tout ça. Je travaille avec ça aussi, mais je trouve ça dans la matière, mais c'est l'énergie. Donc, j'en ai les frissons quand j'en parle, j'ai la chair de poule. C'est là où je suis rendu, c'est dans le 7 Tsushin. La théorie cool, mais comment la personne, son corps, me parle de ces manifestations-là, ces théories-là à travers le toucher. Ouais. Alors, pour arriver là, il faut que je m'efface. J'ai plus d'objectif, j'ai plus... Kyojitsu, c'est comment rentrer dans le système. Après coup, ça peut m'amener complètement ailleurs, mais si le corps continue à me répondre, je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité du moment actuel, dans ma relation avec le client. Je suis dans une vérité. Je ne suis pas dans la vérité, mais je suis dans une vérité. Ça goûte bon. Je reviens à ça encore. Ça goûte bon. Le client soupire, le corps s'ouvre. Puis des fois, je vais être à l'écoute de ce qui se passe dans la pièce. L'énergie change aussi. Ça revient à Pauline Sasaki. Ce qui est alentour reflète ce qui est dans le micro. Donc, au lieu d'être juste les yeux fermés comme les 20 premières années de ma pratique, maintenant, j'ai les yeux ouverts en tabarouette. Je saisis plus de choses. Mais j'avais besoin de cette période-là où j'avais les yeux fermés parce que moi, je suis hypersensible. C'est aussi le shiatsu m'a amené. Je suis un hypersensible. Je ne le savais pas avant parce que je pensais que j'étais un samouraï avec, j'avais presque mon armure. Aujourd'hui, je le réalise que j'étais un hypersensible. Donc, il y avait trop d'informations, j'avais besoin de travailler les yeux fermés. Mais maintenant, mon système nerveux, parce que c'est ça aussi l'autre clé. Le système nerveux puis l'énergie, c'est deux aspects de la même chose. C'est pas pour rien que rein, c'est l'énergie ancestrale, et vessie, c'est le système nerveux autonome. Yin-yang encore. Les deux travaillent en synergie. J'avais un système nerveux qui était trop sensible, anxieux. Il n'y a pas une fragilité, une sensibilité. Puis avant ça, quand je devenais anxieux avec les clients, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Maintenant, souvent, je réalise que l'énergie, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je touche à la bonne chose, il y a quelque chose qui se calme à l'intérieur de moi. Donc, se faire ami avec soi-même, ça rejoint la question de Sophie tantôt, c'est de s'accepter avec notre sensibilité. Puis la plupart des gens qui sont dans notre boulot, dans notre travail, j'aime pas boulot, qui sont dans notre domaine, ils sont hypersensibles. On n'a pas choisi ça par hasard. Bon, il y a peut-être un peu le sauveur là-dedans, c'est une autre discussion, ça, mais c'est ça, le système nerveux autonome est super important. C'est pas par hasard que les points CHU sont le long, les points U sont le long de tous ces nodules nerveux-là. Donc, pour moi, maintenant, c'est plus important d'arriver en contact avec le système nerveux de mon client qu'avec son système énergétique en premier. La période où je le reçois dans mon bureau, où on parle, je suis en contact avec son système nerveux. On apaise. On embarque dans le parasympathique, ce qu'on a parlé souvent en shiatsu. Et le parasympathique, une fois qu'il est gagné, la personne me fait confiance, là, je vais chercher le système énergétique. Donc, ne pas faire quelque chose tout de suite. Less is more. Système nerveux. Puis je vais juste ouvrir une parenthèse. Qui m'a appris ça? C'est César. Dans les émissions à la télévision, César et les chiens. César, quand il arrive dans un enclos où il y a un chien qui est agressif, la première chose qu'il fait, c'est prendre sa place et juste par son système nerveux. Il en parle du système nerveux. On est des animaux. Donc, si vous me demandez qui a influencé mon shiatsu dans les dernières années, César, qui s'occupe de chiens. C'est fou, mais j'apprends. Je devrais lui dire merci d'ailleurs. Quand je vous dis qu'on apprend de tout peut nous apprendre. Mais quand je le regardais, au début, César, je trouvais qu'il travaillait avec des caniches, des micro-petits chiens. Je me disais, ouais, c'est facile. Mais quand j'ai vu César travailler avec un Rottweiler qui était agressif et que son attitude... Puis là, il parle d'énergie, César, d'ailleurs. C'est vrai qu'il en parle d'énergie, mais c'est le système nerveux autonome. Là, je m'excuse, je ne compare pas nos clients à des animaux, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est des animaux, on est des mammifères.
c'est important de gagner le système nerveux en premier. On va donner un atelier bientôt où on parle de Kenbiki. Les Kenbiki, maintenant, pour moi, la première chose, c'est de sentir l'abandon de la personne avec qui je travaille. C'est son système nerveux. Après coup, je peux aller chercher 60 vessies durant que je tiens son pied. Là, je tombe dans le monde énergétique. Comment est-ce que la vessie circule? Donc, je suis au pied de la personne. Je tiens ses talons. Première chose, c'est que je veux sentir que son corps s'abandonne. Ça, c'est le système nerveux. Après coup, avec mon index, je peux aller chercher 60 vessies puis regarder comment est le ou le méridien de la vessie, peu importe comment on appelle merveilleux vaisseau ou les méridiens classiques. Et là, je vais scanner comment le méridien circule. Mais en premier lieu, c'est est-ce que la personne me donne sa jambe? Et si elle me la donne, ça, c'est le système nerveux. Puis tu vois, on en parlait, même dans le cours de base de Shiatsu, on parlait du système nerveux autonome. Mais ma perception du système nerveux autonome a pris beaucoup plus d'importance par la pratique, par l'écoute de César. Tu sais, quand je le voyais agir, je me disais, ouais, il y a quelque chose là. Et je me rappelle, un de mes professeurs de karaté disait, lorsque tu es dans le court, quand tu es dans l'endroit au-dessus de bas, le carré, c'est ton espace à toi. L'autre est un invité. Puis ça a l'air, mais ça me ramène à quand on est dans Shiatsu. Quand je suis en Shiatsu, c'est moi qui garde l'espace sacré que Laura parlait tantôt. C'est ma responsabilité. Pas pour blesser l'autre, mais si cet espace-là, je l'habite, il y a quelque chose où la personne va le sentir et son système nerveux, son système énergétique va déjà ouvrir. Donc, est-ce que c'est correct d'arriver insécure puis donner des shiatsu? Ça fait partie du processus. Mais il faut laisser le shiatsu nous enseigner à prendre cette place-là. Ce que je veux dire, je veux pas que les gens s'attendent à dire, oh, moi, quand je fais du shiatsu, je suis encore insécure. Je l'ai été des années insécure. Tellement que je tremblais d'une main tout le temps au début. J'avais demandé à un de mes professeurs qui faisait du zen shiatsu, qu'est-ce que je dois faire? Puis il m'avait répondu, tremble des deux mains en même temps, ils vont penser que c'est des Kenbiki. Ça a été sa réponse. Bonne technique. J'aime ça. J'étais dans mes Kenbiki. C'est comme ça que tu as fait le Kenbiki dans tes premières années. Mais au fond, ce qu'il me disait, c'est arrête de t'en faire, désarme la chose, enlève ça, là. Ça va passer, puis ça a passé. Mais il a fallu que je développe cette confiance-là dans moi. Mais au début, les gens devaient se dire, je fais des bonnes vibrations, des bons Kenbiki, mais j'étais tellement nerveux. Je voulais tellement bien faire, je voulais tellement réussir, je voulais tellement sauver la planète. Un client à la fois, on fait de notre mieux. C'est absolument ça, c'est un client à la fois. On sème un petit peu de lumière, un peu de paix, d'espoir, d'accompagnement, mais c'est vraiment une petite étape à la fois, puis c'est à cette échelle qu'on peut être utile. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben oui. Stéphane, tantôt, avec la question que Sophie a posée aussi, ça m'a fait penser, tu l'as pas nommé, mais c'est drôle parce que c'est pas quelqu'un que j'ai connu, mais ça m'a marqué, tu l'as partagé souvent. C'est une cliente qui était en fin de vie, que tu allais dans tes débuts de pratique accompagner chez elle. Puis tu peux raconter, mais moi, ça, c'est quelque chose qui m'est resté comme exemple dans des moments où je me perds aussi, où est-ce que les choses sont pas parfaites, où est-ce qu'il y a un camion qui a passé, whatever. Ça me ramène. C'est pas ça l'essentiel, tu sais. Ça me ramène à l'essentiel. Fait que si t'as envie de la partager. Oui. Pardon. On va parler de Mickey. Mickey est une dame qui a une récidive de cancer du cerveau. Et puis, j'allais lui offrir des shiatsu à la maison, dans son lit, parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer beaucoup. Et je l'ai accompagnée presque 2 ans. Et c'était particulier parce qu'elle avait un petit bonhomme qui avait peut-être 3-4 ans à l'époque. Et c'est ça. À tous les jeudis après-midi, c'était mon rituel. Elle était sur le plateau Mont-Royal, ceux qui connaissent Montréal. Alors, j'allais chercher mon petit café, je mangeais là, je faisais ma matinée de bureau à mon bureau. L'après-midi, j'allais sur le plateau et mon après-midi était consacré à elle. Donc, souvent, à l'époque, il y avait des bonnes librairies sur le plateau, alors j'allais bouquiner. C'était mon après-midi à moi, mais en même temps, ma rencontre avec Mickey. Et c'est ça. Je l'ai vu se battre. Je l'ai vu avoir des moments où elle avait confiance qu'elle allait s'en sortir, etc. Mais ce qui demeure dans ma tête, c'est 2 choses. C'est sa fenêtre de chambre où
je l'accompagnais durant tous ces mois-là. Donc, il y a des fois, je lui donnais son shiatsu. Il faisait un grand soleil du mois de juillet. D'autres moments donnés, c'était de la neige, comme ce matin qui tombait. C'était la période des fêtes. C'était la période, ses parents venaient de l'Allemagne pour lui tenir compagnie. Il ne parlait pas français. Donc, c'était des moments d'échange avec eux du mieux qu'on pouvait à travers son mari qui faisait la traduction, etc. Mais c'était aussi son acceptation de la vie. Son petit garçon m'a donné, entre autres, puis je pense que c'est ça que tu te rappelles, c'est que son petit garçon courait dans le couloir, puis il y avait des jouets en bois, puis il frappait à terre. Puis moi, c'était le shiatsu, ça devait être silencieux, ça devait être accompagné presque des oiseaux et des anges qui chantaient. Et à un moment donné, elle me sentait nerveux, tu sais. Et puis elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai dit, c'est pas ça, elle va me chercher. J'ai dit, j'aimerais ça t'offrir le meilleur shiatsu, tu sais, puis il y a beaucoup de bruit. Puis elle dit, c'est pas parce que ma vie s'éteint que mon fils ne doit pas vivre sa vie à lui, puis vivre pleinement. Ça a tellement changé ma perspective. Le shiatsu, c'est ce que c'est, tu sais, on le donne au moment où on le donne. Puis c'était un beau cadeau qu'elle m'avait fait, tu sais. Puis je me rends compte que ce cadeau-là, il t'a touché aussi à l'époque. C'est le shiatsu, tu sais. Puis même si mon fils continue à faire du bruit, je suis content de le sentir vivant. Puis moi, je peux pas, tu sais. Puis ça a été une leçon formidable, tu sais. Fait que j'ai donné ce que je pouvais. Merci de me ramener là. Je pensais pas que ça viendrait me chercher ce matin autant. Mais c'était un beau cadeau. Ouais. Et je pense souvent à elle. Ouais. Je pense souvent à elle. Et c'est ça, cette année-là, j'ai accompagné aussi une dame qui était en dialyse. J'ai accompagné une dame qui était en fibromyalgie. Et ces dames-là ne pouvaient pas savoir un shiatsu qui était profond. Puis malgré qu'on touchait très subtilement, souvent, la n'arrêtait pas de répondre. Alors ça a été une des premières questions que je me suis posée. Comment ça se fait que des gens qui n'ont pas beaucoup d'énergie comme ça répondent autant? Parce qu'on apprend en médecine chinoise que plus l'énergie est diminuée, c'est le yang du rein diminue, le qi du rein diminue, moins il devrait avoir de réponses. Mais non, il y avait autant de réponses et même plus parfois que les gens qui ont beaucoup d'énergie, puis le hara est sur la défensive ou que les gens sont dans leur blocage, ces gens-là n'avaient plus de blocage, dans le sens où ils étaient prêts à recevoir tout parce qu'ils étaient en fin de vie, tu sais. Donc, moi, c'est là où le less is more qu'on a parlé au tout début de notre rencontre a été de plus en plus présent. Puis je me rendais compte que juste travailler à peine sur un méridien, il y avait une grande réponse. Donc, je me disais, est-ce que c'est nécessaire de faire autant d'appui? Je ne parle même pas de pression parce que le terme pression en shiatsu, je trouve qu'il faut l'accompagner vers quelque chose qui est plus de l'appui. Je m'appuie sur toi. Un appui, ça revient au symbole qu'Oishi parlait souvent, tu sais, le bonhomme japonais. Je m'appuie sur toi, je te reçois. Donc, aujourd'hui, puis il y a aussi dans les gens qui m'ont influencé, lorsque je faisais des arts martiaux, il y a un de mes chiros qui faisait du toucher santé. Donc, des fois, il testait mes méridiens, puis là, il faisait juste passer son doigt sur le méridien, il retestait le muscle, puis le muscle était fort. Donc, lui, il m'a montré aussi que c'était pas nécessaire d'aller chercher les amygdales d'une personne qui a une réponse, tu sais, d'aller chercher tu sais, non, allez doucement, mais percevez ce qui se passe, puis croyez dans ce que vous faites. Donc, Mickey, ça a été une grande maître pour moi. Puis nos maîtres, c'est nos clients, c'est ces personnes-là. Donc, aujourd'hui, je travaille beaucoup dans cette douceur-là. Pas que je crois pas qu'on va chercher quelque chose qu'on va profond, mais pour le travail énergétique que je fais, je trouve qu'on peut faire beaucoup plus rapidement en allant juste dans l'écoute juste, puis la vérité qui est là, puis laisser le corps réagir. Et par la suite, il va continuer. Hey, mais coquine, vous me faites parler? C'est fantastique. Moi, ça me fait penser aussi, Stéphane, tu sais, de dire, des fois, on a à peine besoin de faire. Quelque chose que je remarque maintenant, ma clientèle, on dirait que j'ai développé une clientèle qui est très sensible. Puis, au-dessus de 50% de mes clients, quand je fais juste, tu sais, au début de mon shiatsu, je prends tout le temps un instant pour me centrer. Puis je fais une mini-méditation où je manque. Puis, presque immanquablement, c'est ça, au moins la moitié, le hara se met à répondre directement là. Et j'ai encore rien fait. Je pense même pas à la personne. Je pense juste à moi, me centrer. Puis, il y a déjà quelque chose qui se passe. Fait qu'on est très loin de rentrer un coude profondément.
sais, dans le dos pour libérer une tension, mais déjà, le système il est déjà en train de s'ouvrir, puis ça commence déjà à circuler. Ouais. Ça, à chaque fois, ça, ça me fascine encore, même si c'est récurrent, ça fait longtemps que ça se produit comme ça, mais à chaque fois, il y a un « wow ». Je fais juste être là puis me poser. Ça revient au Seki, le Seki que notre ami Franz Koppers enseigne. On le salue. Ben oui, Franz, c'est un grand monsieur aussi. La résonance. Je me rappelle que Sensei Saito, qui était un de mes professeurs à Toronto, m'a raconté à un moment donné que Masunaga lui avait travaillé l'abdomen, l'ampuku, avec le coude. Il avait rentré son coude, puis pour lui, ça semblait être une éternité, puis Masunaga ne le lâchait pas. Mais je me dis, on est le reflet de notre culture. Peut-être que les Japonais qui sont plus yang, plus, je ne sais pas, là, je fais des hypothèses, connectés différemment à leur corps, avaient besoin à un moment donné de ce coude-là, ou d'une approche où on fait les points chus avec les coudes, puis on reste là, puis hachi, hachi, ça fait mal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, il y a tellement de choses, on est dans une autre... Notre culture est différente, notre sensibilité est différente, puis on doit avoir un shiatsu qui reflète notre culture. Les Européens font un shiatsu qui leur ressemble. Nous, ici, on fait un shiatsu. Les Américains font un autre shiatsu. Puis moi, c'est ça, en voyageant un peu, je me suis rendu compte des sensibilités de chacun, puis comment chaque culture ou chaque moment, chaque étape de vie, même, demande des shiatsu différents. Donc, je pense qu'on attire notre clientèle qui nous ressemble aussi. Les gens qui ont le goût de se faire rentrer un pouce profond, ben moi, ça me sonne pas une cloche. Puis, c'est pas les gens que je vais attirer. Puis, le bouche-oreille qui se fait, c'est pas ça que les gens viennent me voir. Puis, j'imagine que c'est un peu pareil pour toi puis pour les autres thérapeutes. Donc, il y a de la place pour tout le monde, mais le shiatsu a différentes couleurs. Mais pour moi, j'ai le goût de faire du shiatsu encore quelques années. Puis, travailler moins puis faire plus. Quand vous m'avez demandé pour venir, je me suis questionné. Puis, honnêtement, je travaille très rarement avec mes coudes puis mes genoux maintenant. Alors que je trouve, tu sais, en deuxième année, je voulais montrer le kata de Masunaga, ce n'est que ça. Mais c'est très rare. Un peu de VP30 des fois avec le coude. Mais à part ça, j'ai besoin de mon mètre cœur 8, puis j'ai besoin de mon pouce, mes doigts pour sentir plus au niveau des points, qu'est-ce qui se passe, au niveau des méridiens. Puis le coude, pour moi, qui est tout à fait efficace pour des grosses structures, me parle moins. Peut-être dans 5 ans, on aura cette discussion-là, puis je vous dirai, j'ai développé un chakra dans mon coude, puis je vais sentir plus. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'ai besoin plus d'instruments fins. Tu sais? Comme la personne qui fait de la sculpture, au début, il y a des gros couteaux pour casser le marbre, mais quand il est rendu dans la fin, il y a des petits couteaux. Moi, j'ai l'impression que j'ai plus des petits instruments qui travaillent doucement. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas chercher de profondeur, mais la profondeur s'offre à moi. Ça, je l'ai longtemps dit. La profondeur, c'est la conséquence d'un travail qui est bien fait, c'est pas un objectif. Donc, ça fait partie de l'ingrédient secret, n'est-ce pas? Pardon? Est-ce que je t'ai pas entendu? Ça fait partie aussi de le seul lien secret. Cette profondeur va venir dans les 6 principes-là. Ça vient par... c'est pas obligé, c'est pas imposé. La profondeur, ça fait partie aussi de... On laisse les choses prendre tranquillement leur espace, leur place. Oui, c'est comme dans une discussion avec quelqu'un. Tu ne vas pas aborder des sujets trop personnels tout de suite. Même des bons amis. Bon, ça dépend. Là. Il y a des gens avec qui ça rentre vite, mais il y a des moments donnés où il faut aborder, il faut laisser la personne s'ouvrir à ça. C'est ça la clé. Quand la personne s'ouvre et qu'elle sent le respect, ben, il y a quelque chose où on n'a pas besoin d'expliquer. Le corps va permettre que les choses se passent. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on aborde d'autres principes comme la respiration ou être confortable? On laisse savoir un peu plus profondément ou qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous avez des questions particulières là-dessus. Pour moi, c'est tellement... Être confortable, c'est être confortable avec soi-même. C'est un peu ce qu'on a abordé tantôt. Je pense que le travail sur soi est important. Être confortable, c'est oui, être confortable dans une posture. On va pencher à partir de l'abdomen. La mécanique est importante. Puis dans toutes les écoles, la mécanique, je pense que c'est une grande importance parce que c'est l'outil qu'on développe. Mais pour aller plus loin dans l'aspect d'être confortable, c'est être confortable avec soi-même. Quand on parlait tantôt de nos lacunes ou de nos sensibilités,
notre ombre, être confortable avec notre ombre. Ombre. Hein? Non, c'est pas la même chose. Avec lui aussi. Ah oui. Être confortable avec soi-même. Oui, avec la sombre. Avec nos ombres et l'ombre de nos clients. Oui. Parce que c'est avec ça aussi, c'est le Kyo. Le Kyo, c'est l'ombre. Le Jitsu, c'est ce qu'on voit. Le Kyo, c'est l'ombre. Ben, être confortable, c'est aussi aller consulter pour soi, c'est prendre soin de soi. C'est de regarder justement dans quoi on est déclenché. Puis plus... On peut juste amener quelqu'un là où on a été soi-même, la plupart du temps. On ne peut amener quelqu'un là où on n'a pas été soi-même. Donc, c'est d'explorer aussi nos zones à nous, tranquillement, nous accueillir pour que justement, tu vois, en début, j'ai eu un bon rhume à un moment donné, puis j'ai eu un client la semaine d'après qui est arrivé avec les mêmes symptômes. Et quand il m'a dit, j'ai un vilain rhume, puis je lui ai dit, je te comprends, c'était vrai parce que j'avais eu ce rhume-là. Ben, on a des virus à l'intérieur de nous, on a des rhumes, on a de l'humidité dans notre système. Et être confortable, pour moi, c'est aussi d'explorer ça, de prendre le temps d'aborder notre ombre, d'aborder ces choses-là et de ne pas avoir peur d'en parler aussi. Je trouve ça important. Il y a quelque temps, j'avais été faire un stage, puis je n'étais pas dans ma meilleure forme, mais je trouvais ça important de le dire aux élèves, que ce que vous voyez, ce que vous percevez, c'est vrai. Ce n'est pas la meilleure, mais je suis totalement là avec vous autres. Mais c'est vrai que c'est une période où les choses bougent très rapidement pour moi, puis que j'ai un peu perdu pied, mais ça ne m'empêche pas d'arriver avec toute mon expérience. Et je trouvais ça important de le dire pour que les étudiants voient que tu es humain. C'est pas arrivé avec... sinon, c'est jouer un rôle. C'est jouer un rôle, puis autant une personne, ça passe pas, autant avec plein de monde, ça passe pas. Donc, je vois ça, c'est ça, être transparent. Être sincère, n'est-ce pas? C'est être confortable, être sincère, c'est présenter ton cœur, ta vérité, c'est ça. Être sincère. Et qu'on passe à travers ça. On ne peut pas passer à travers un processus. Moi, j'adore lire les biographies. Ou parfois, quand je fais la vaisselle, je vais mettre sur Internet, je vais mettre biographie. J'adore écouter la biographie des gens, voir justement leur période de réussite, mais aussi les périodes de questionnement, les périodes de remise en question. Que ce soit des artistes qui ont eu tel rôle au cinéma, qui les ont bouleversés, que ça leur a permis de toucher à une partie d'eux-mêmes. Et puis, j'écoutais dernièrement Kirk Douglas, peut-être vous ne le connaissez pas, c'est le père de Michael Douglas, qui a joué le rôle à un moment donné d'un peintre. Et puis, ça l'avait mis complètement à l'envers parce que lui, il avait des rôles de macho d'habitude. Et là, il avait fait un peintre, le nom m'échappe, mais c'est ça, le fait de jouer ce rôle-là, ça l'avait mis en questionnement. J'adore entendre parler de questionnement, d'entendre parler de remise en question. Parce que ces remises en question-là enlèvent un peu du vernis, mais te permettent de toucher à l'essence du bois. Tu sais, regarde qui parle, le bois. L'essence du bois. Ouais. Je ne pensais même pas parler. C'est très beau. Ouais. C'est très juste. On est qui on est. Et d'être soi-même, ça permet. Ça, c'est Colette Portelance. Vous me demandiez tantôt qui m'a influencé. Colette Portelance du Centre de relations d'aide de Montréal. Se permettre d'être soi-même permet aux autres aussi d'être eux-mêmes. C'est une très belle phrase qui m'aurait tout le temps resté. Pas facile. Donc, c'est pas d'avoir le cœur sur la main tout le temps puis tout le temps tout dire, mais d'être honnête, de dire ce que tu perçois là, c'est juste, c'est pas la meilleure journée, mais je suis content que tu sois là. T'sais? Ou si un client arrive en disant, t'as l'air fatigué, et ça, la plupart du temps, c'est une projection. Quand le client me dit, t'as l'air fatigué, je dis, est-ce que toi, tu vas bien? Ah, souvent, c'est une projection, mais si toi, t'es le moindrement fatigué, tu vas dire, ah ouais, je suis un peu fatigué. Vous avez déjà eu cette expérience-là, t'as l'air fatigué? Oui. Pas de moi que tu parles. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Ben oui, c'est la vie. Quand c'est le 5e client, des fois, oui, tu as l'air un peu plus fatigué, mais je suis content que tu sois là et que tu vas avoir le meilleur schedule que je peux te donner. Mais parle-moi de toi, la fatigue, est-ce que ça te parle? Oui. Mais le confort aussi, quand on parle du confort, moi, ça me ramène aussi à respecter nos limites. Parce que quand on dépasse nos propres limites, ben on est au-delà du confort. Puis des fois, c'est en tout cas, moi, je parle pour moi, mais de me poser la question, pourquoi je suis en train de dépasser mes limites? Des fois, c'est de tellement vouloir prendre soin de l'autre que je suis prête à accepter que moi, je suis pas bien dans mon corps. Puis finalement, c'est pas l'idéal parce que je raisonne
pas le confort ou justement, je résonne pas l'acceptation de moi, je résonne pas L'ouverture, Ouais, c'est comme je suis en train d'être dure avec moi-même pour t'aider toi, mais non, c'est Puis pas c'est pas sincère, c'est un acte qui n'est pas sincère parce que tu dépasses tes limites. Donc, Voilà. ça. Ouais. Mais c'est presque un passage obligé. On passe tout par là. Mm. On passe tout par là. Oui. vrai. On les dépasse justement pour pouvoir les établir. Oui. Ça, c'était trop loin. OK, là, j'en ai fait trop. J'aurais dû lâcher l'étirement parce que là, là, mon dos, il est plus content, là. J'ai tenu trop longtemps par volonté. Je n'ai plus 20 ans, donc ma limite a été... ma limite était... Oui, change. Les limites peuvent changer aussi dans les temps, dans la journée, dans nos états, dans les saisons, comme à l'extérieur, dans la nature, là, les limites sont différentes. Les ressources sont différentes. Oui, tout à fait. La semaine dernière, j'ai une cliente qui est très grande et puis j'essayais de faire la polarité de 4 gros intestins 3 fois pour juste commencer à faire circuler l'énergie. Mais je n'étais pas du bon côté. Mon carré des lombes se tendait. Donc, j'ai fait une blague. J'ai dit, t'es ma 5e cliente, le Cirque du Soleil, à cette heure-là, je suis plus capable. Alors, elle s'est mise à rigoler. J'ai changé l'autre côté. J'ai fait la polarité. Ça s'est fait avec humour. Le fait de rigoler, ça l'a relaxé. Je suis arrivé au point. On a fait circuler un peu. Je suis retourné à O'Hara pour on a travaillé. Mais prendre soin de soi, ça peut se faire dans l'humour aussi. Ça peut se faire. Puis ça montre au client à prendre soin de lui. Si je dis au client, s'il y a quelque chose qui t'es pas confortable durant le shiatsu, tu me le dis. La plupart des gens vont dire oui, mais ils le feront pas. Mais si tu te permets de le faire, tu donnes l'exemple. Oui. Donc, c'est ça, d'être transparent aussi. Puis, souvent, dans les écoles de shiatsu, il ne faut pas laisser le contact. Tu sais, il ne faut pas laisser le contact. Il y a certaines écoles, c'est même, il faut toucher tout le temps. Puis c'est correct, c'est une vision. Mais si tu fais ça, tu ne perds pas le contact, tu crées un autre contact qui est plus sain. Donc, ces principes-là peuvent changer. Garder le contact, c'est aussi... On parlait de travailler avec les 2 mains. Pour moi, ça reste toujours vrai, travailler avec les 2 mains. Mais travailler avec les 2 mains, il faut qu'il soit toujours relié au cœur maintenant pour moi. Parce que le maître-cœur 8, bon, là, j'en parlerai peut-être plus tard, mais l'électromagnétique, les méridiens, c'est électromagnétique et le cœur est une des sources importantes de ce électromagnétique-là, autant que le cerveau. Donc, 8 maîtres-cœur, pour moi, maintenant, être relié, c'est toujours être relié là. Alors, des fois, mes 2 mains vont s'enlever sur la personne parce que je vais me déplacer, mais ça, c'est toujours en lien. Donc, même si j'ai plus le lien avec les 2 mains, maintenant, c'est le lien avec le cœur qui correspond à la même énergie. Mais je joue avec de où ça s'émane. Ça fait du sens. Mais oui, moi, j'ai une interprétation aussi de travailler avec les 2 mains, c'est gauche-droite, yin et yang. Donc, travailler toujours avec cette idée de complémentarité de yin et du yang. On travaille doux. C'est comme la douceur de notre travail va amener du yang à avoir plus d'espace. C'est comme l'accueil du yin laisse l'espace au yang de faire son travail, de travailler. Donc, pour moi, travailler avec les 2 mains, c'est aussi une image. C'est pas uniquement comme une action physique, mais c'est une image de comment je dois travailler avec ces deux énergies et les équilibrer, les harmoniser. Travailler en harmonie. Voilà. Le yin et le yang, c'est aussi le faire, mais écouter en même temps. Oui. Exact. Oui. Être à l'écoute pendant que sait pas. Une main qui écoute, l'autre main qui travaille, mais c'est pas uniquement physiquement, c'est une partie de notre être qui est là pour écouter, pour observer les changements pendant qu'il y a une autre partie, si on peut dire, qui fait le travail. Donc, on fait les diagnostics, si on peut dire le bilan ou l'évaluation pendant qu'on fait la séance. C'est comme les 2 sont là tout le temps. Et accepter que les 2 mains peuvent changer de polarité en 1 seconde. Parce que là, quand le corps commence à travailler, la main qui écoutait peut être la main. Oh là, c'est là que ça se passe. Et là, l'écoute, tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Exact.
Mais ça se transforme, n'est-ce pas? Les yin et les yang. Les yin se transforment en les yang se transforment en les yin. C'est ça une des principes du yin et du yang. La une se transforme dans l'autre aussi. Ça fait partie de travailler avec les deux mains. Pour moi, en ce moment, c'est comme ça que je l'assimile, que je le comprends. Oui. C'est ça. Exactement. C'est sage. Oui. Mais c'est ça la pratique. Le shiatsu nous enseigne tout le temps. Excuse Sophie, vas-y. Oui. Il y a des gens aussi qui nous posaient la question, qui aiment beaucoup quand on parle aussi de la part d'intuition dans notre travail. Tantôt, tu parlais du ressenti, que c'était comme l'information primordiale. Comment tu rajouterais? C'est sûr qu'il y a une part d'intuition aussi dans ce qu'on fait. Comment toi, tu la vois à travers... oui, il y a l'information par le toucher qu'on reçoit, mais où l'intuition vient s'immiscer, ou est-ce qu'elle a une grande part dans ton travail? Tu vois, on parlait de relation d'aide tantôt. En relation d'aide, lorsqu'une personne va dire quelque chose et que tu peux avoir une intuition, tu vas amener une hypothèse. Tu vas dire à la personne, est-ce que ce que j'entends, c'est ceci ou cela? Et la personne va dire, oui, c'est exactement ça. Ou non, c'est pas tout à fait ça, mais ce que vous me dites, ça m'amène à la conversation continue. Le toucher, pour moi, c'est la même chose. Donc, je peux être en train de travailler, admettons, j'ai la main sur la hara au niveau du maître à cœur, je travaille le méridien, et là, le foie va m'attirer dans la jambe. Alors là, je pourrais partir dans ma tête en disant, oh, foie, maître cœur, c'est la même couche, foie, maître cœur, c'est des liens, blablabla. Non, je vais aller vérifier sur le méridien s'il y a un écho. Et là, c'est, admettons, donc, OK, calme-toi le pompon. J'ai la main sur le maître cœur au hara. Je travaille mon méridien. Là, le foie m'appelle. J'ai travaillé sur mon méridien. Puis là, mon intuition me dit, vas-y. J'ai le choix de dire non, puis je continue à travailler mon méridien, ou je vais laisser la main sur le maître-cœur parce que c'est mon ancrage, et je vais aller travailler sur le foie. Et là, arrivé, mettons, au genou, il y a une résonance, le maître-cœur répond. Mais le fait qu'il y ait une réponse, ça veut dire que mon intuition avait une justesse. J'étais dans la vérité. Si je fais le foie puis il ne se passe rien, j'ai été vérifié, comme j'aurais vérifié verbalement avec mon client, est-ce que ce que vous êtes en train de me dire, ça correspond à ça. Donc, il n'y a pas de problème. On est toujours dans le même monde énergétique et je vais vérifier mon intuition. Vous me suivez? Ça peut être vrai pour tous les méridiens, je vérifie si mon intuition est juste. Et Sophie, je suis content qu'elle amène ça parce que c'est comme ça que tu vas éduquer tes mains. Oui. C'est comme ça que tu vas éduquer tes mains. Ce que j'ai le goût d'enseigner maintenant, c'est que vos mains, pas vous, là, mais en formation, à un moment donné, j'étais à l'aéroport puis je regardais le chien qui sent pour la drogue ou pour les explosifs. Le maître a juste besoin de se faire sentir, puis là, le chien part, puis le maître ne fait plus rien. Il fait juste suivre le chien, tu sais. Puis là, le chien se promène d'une valise à l'autre. Puis, il faut que nos mains deviennent comme des chiens qui observent. C'est encore un exemple un peu boiteux, là, mais vos mains devraient être capables de travailler, puis vous observez le jeu. Et à un moment donné, vos mains vont vous demander, votre intuition, va donc voir ce qui se passe au niveau du rein durant que tu travailles le maître-cœur. Tu vas te promener. Et ceux qui font la lecture périphérique des méridiens, c'est exactement ça. Tu peux aller vérifier ton point 1 rein ou 3 reins ou 7 reins. Si tu penses qu'il manque de yin, tu vas aux 3 reins. Si tu penses qu'il manque de yang, tu vas aux 7 reins. Et est-ce qu'il y a une réponse au niveau du maître-cœur? Ça fait du sens pour vous ce que je raconte là? Oui, ça m'a fait juste rire de penser à la blague. Si mes mains commencent à japper, là, je... Et c'est presque ça. L'intuition, pour moi, c'est dans mes mains. L'intuition, c'est l'expérience de mes mains. Donc, éduquer nos mains à sentir, faire confiance à nos mains. Donc, les gens qui font du Qigong, déjà, il y a toute la notion d'écoute avec les mains, mais c'est vrai pareil en shiatsu. C'est faire confiance à ce que nos mains nous disent. Et si on peut développer des processus pour vérifier nos intuitions, on développe notre bagage, notre boîte à outils, que je parle souvent. Donc, oui, l'intuition est importante, mais pour moi, c'est une intuition qui est éduquée à un premier niveau, des fois par des théories, parce que la théorie peut m'amener à vérifier si c'est un manque de yin, un manque de yang. Mais ça, c'est dans notre tête. Par la suite, qu'on amène dans nos mains, puis dire, tiens donc, justement... Parce que pour moi, le maître-cœur, par exemple, c'est le yang du rein. Moi, c'est ma théorie à moi. Le maître-cœur, c'est le yang du rein. Le TR, c'est le yin du rein. Bon, si mon maître-cœur est très, très Kyo puis ne répond pas, je peux avoir la théorie de dire peut-être qu'il faudrait que je nourrisse le rein avant. Je vais aller vérifier mes points de lecture.
Puis s'il y a une réponse au niveau du mètre quart, même subtile, on va dire, OK, on embarque dans le ring, puis on va voir où ça nous mène. On ne peut pas se tromper. Kyojitsu, pour moi, c'est un outil pour rentrer dans le monde énergétique, mais une fois qu'on a travaillé avec ça, il y a plein d'outils pour rentrer dans le monde énergétique. Et le Kyojitsu, pour moi, reste tout le temps mes lunettes. Kyojitsu, ça reste tout le temps vrai. Si je travaille mon méridien, je suis toujours en train de me dire, est-ce que c'est plus Kyo, plus Jitsu? Mais avant de disperser un Jitsu, maintenant, je vais l'écouter. Je vais mettre ma main sur le Jitsu. Qu'est-ce qu'il y a à me dire? Au lieu de dire, oh, Jitsu, dispersion. C'est bon, je caricature. Ou le Kyo, il faut attendre que le Kyo se remplisse. Des fois, le Kyo ne se remplit pas parce que ce n'est pas la bonne place où on est. Donc, on continue sur un méridien, puis on écoute nos intuitions où la théorie peut venir soutenir. Des fois, dire, là, j'essaye tout, puis ça ne marche pas. Je suis perdu. Je reviens à mes Kyojitsu, je reviens à mes théories. Puis, qu'est-ce qui me parle au niveau du maître cœur? Ah, ben, il y a le TR aussi qui est relié à ça. Il y a quelque chose qui est là? Non. Oui. Cette semaine, j'ai une cliente qui vient me voir, que je n'ai pas vue depuis un certain temps. Elle fait un beau bout de chemin dans sa vie. Et puis, elle vivait dans un autre pays, puis elle déménage au Québec. Alors, je fais la lecture du hara. Et puis là, je commence à travailler le méridien de l'estomac, puis arrivé entre la jambe et le pied, je tombe sur les points petit intestin, gros intestin. Gros intestin, estomac, c'est la même couche. Mais quand je suis resté sur le point, ce qui est monté, le gros intestin, c'est l'affirmation de soi, puis l'estomac, c'est aller de l'avant. Et spontanément, c'est monté. Je dis, écoute, est-ce que pour toi, de changer de pays, ça te demande beaucoup d'affirmation de toi et le fait d'accepter de faire un deuil de ce que tu laisses là-bas puis arriver ici, laisser les vieilles choses derrière, gros intestin. Puis c'était pile poil pour elle. C'est une intuition. J'ai été la vérifier verbalement, mais c'est mes mains qui ont arrêté au niveau gros intestin sur le méridien de l'estomac. Hein, les points 37 ou 39, là, je les mélange encore, mon côté dyslexique. Mais j'étais en plein dedans. La traduction était bonne. J'ai traduit. Ça, c'est le cœur. Traduction. C'est le cœur qui traduit l'information que les mains amènent. J'aurais pu me tromper, mais pour elle, ça a fait tabarnouche, c'est dans mon corps. Il est temps que je fasse le deuil de telle chose et j'accepte d'aller de l'avant puis me nourrir de ce qui est là dans mon nouveau pays. Tu vois? Donc, ça vous arrive sûrement, vous autres aussi, ces intuitions-là. Mais je ne dis pas, je crois que vous avez dit, c'est une intuition, c'est une interprétation de ce que les mots synthèse des méridiens m'ont amené à visualiser. Je le partage à la personne. Elle va revenir me voir dans 3 semaines. Son cheminement, elle le fait ailleurs qu'en session. Elle va le faire dans sa vie. Mais les méridiens sont le reflet de sa vie. C'est le mouvement de sa vie. Et ça rejoint Wawashi, ça rejoint Masunaga. Mais c'est là qu'on est éduqué. Mais on sent ça. La prochaine fois que je vais arriver sur le gros intestin encore, 37-39 dans ce coin-là, assimilation, absorption, j'ai acquis quelque chose à travers mes mains. Mes mains m'ont enseigné, mais je n'étais pas à la recherche. Mes chiens étaient en train de chercher dans les valises. Là. C'est ça. Tout nous enseigne. Mais moi, ce que je trouve fascinant aussi, c'est, comme mettons, là, tu sens quelque chose dans un endroit, puis il se passe quelque chose pour la personne. Puis des fois, tu vas être sur une autre personne, ça va être au même endroit, puis ce sera pas exactement la même chose. Fait que, tu sais, là, la théorie, si on agit juste au niveau de la théorie, tu sais, mettons, la colère, c'est relié au foie. Des fois, la personne est en colère, puis ça va pas se loger dans le foie, ça va se loger ailleurs. Fait que si on suit juste la théorie, on va pas être en train de regarder pour vrai, de venir sentir, de venir toucher, de venir évaluer ce qui est là. On va agir à propos d'une théorie. Puis moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être surprise parce que, tu sais, d'être dans un endroit, puis là, tout d'un coup, de comprendre ou de sentir quelque chose que j'avais jamais vu, cet organe-là de cette façon-là ou cet endroit-là dans le corps relié à tel pattern. Fait que des fois aussi, c'est ça, je pense, de se laisser être ouvert parce que la théorie et la réalité, c'est pas c'est 2 choses vraiment différentes. Tout à fait. Et en même temps, il ne faut pas oublier que les méridiens, c'est mon lien avec le monde extérieur. Donc, tu parles du foie, mais je pense souvent à la VB. La VB, on parle des décisions. Mais la VB peut être débalancée ou elle peut être marquée par des décisions que la personne subit et non pas des décisions qu'elle a prises. Donc, des fois, on dit, est-ce que vous avez pris des décisions les derniers temps? La personne va dire non. Mais au bureau, il y a des mises à pied, puis il y a des décisions que la personne subit et ça peut être dans son méridien de la vésicule biliaire.
Ça peut être au niveau des côtes parce qu'elle respire plus. Elle arrive au boulot et elle prend plus de place, elle respire plus. Et la VB 24-25, ça va être bloqué. Mais ça, c'est des images qui peuvent nous venir. Puis tu parlais d'intuition. C'est une intuition éduquée. On l'a appris que c'est relié à ça. Là, maintenant, c'est le client qui nous montre le lien entre le diaphragme, le foie, la VB et même les reins, la peur de perdre sa job, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important. Oui, ça se passe dans les classes, l'enseignement, mais nos enseignants, c'est les clients. C'est de revoir puis d'écouter nos personnes. Soyez, c'est ça, je suis à l'écoute. Soyez à l'écoute. Je me parle à moi-même. C'est quasiment plus du reverse engineering, tu sais, comme ils disent en anglais, mais on l'apprend parce qu'on a les mains dedans, puis là, on comprend, il y a telle affaire qui se passe, au lieu d'appliquer, tu sais, une théorie, puis fait que c'est parce qu'on peut le sentir qu'on vient à comprendre. Puis c'est comme ça qu'on apprend, tu sais. Ah oui, puis là, puis il y avait tel symptôme. Ah, c'est pour ça. Oui. Et les liens c'est secrets. Là où les liens Pardon? Et les liens secrets. C'est ça, laisser les liens se faire. C'est ça. Donc, la pratique, puis être curieux tout le temps, poser des questions. Mais des questions ouvertes. Mais c'est ça, poser des questions, c'est pas simplement comment vous avez vécu les rencontres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est monté pour vous? C'est le fun après une rencontre quand le client, tu sais, à tel moment, tu étais là, puis il y a telle chose qui s'est passée, puis j'aurais dû lui dire. Je le sentais, mais je ne l'ai pas dit. Tu viens d'apprendre de quoi? Tu sais? C'est pas de prendre du pouvoir sur l'autre personne, c'est des hypothèses, c'est ton ressenti. Mais ce ressenti-là, je pense que c'est une partie de notre travail d'être un bon miroir pour l'autre personne. Puis pour être un bon miroir, il faut travailler sur son ombre. Ce qui fait que le miroir, c'est qu'il y a une couche derrière qui permet au miroir de refléter. Cette couche-là, c'est notre ombre. Et c'est ça le travail c'est une vie. Tu sais, nos blessures d'enfance, nos manques, nos besoins, tout ça. Tout regarder ça tranquillement. Je sais que ça peut faire peur, mais c'est ça qui fait qu'on peut recevoir l'autre dans son ombre à lui. Les gens ne viennent pas nous voir pour leur lumière parce qu'ils ont plein d'énergie. Puis les gens viennent nous voir parce qu'ils ont du kyo, ils ont une ombre. Puis cette ombre-là, elle demande à être écoutée à travers les méridiens. Souvent, on va le voir. La frustration, la colère. Moi, je n'ai pas de colère, mais je fais du bruxisme. Puis, tu sais, j'ai eu trois palpitations dans la semaine, mais non, je n'ai pas de colère. Ou la peur. Les reins qui bloquent le carré des lombes qui est comme ça, mais non, je n'ai pas de peur. Puis c'est correct, on n'ostine jamais un client. J'entends que vous n'avez pas de crainte, mais votre corps semble aller dans telle direction. Est-ce que ça vous parle? Oui. Mais tu sais, souvent j'aime bien c'est dire l'étape d'avance, ça. Si la personne n'est même pas consciente que la peur est là, évidemment qu'elle n'est pas en train de travailler dessus. Fait que c'est même l'étape d'après, parce que puisqu'elle n'en a pas conscience, elle n'est pas en train de libérer ou de travailler sur cette peur. Fait qu'une partie de notre travail, c'est déjà d'accueillir, ou en tout cas, au moins créer l'espace pour qu'elle puisse se rendre compte. Peut-être qu'à la fin de la rencontre, juste d'avoir parlé de ça sans avoir insisté, des fois, elle va se demander, donc, est-ce que la peur, c'est une problématique, finalement, dans ma vie en ce moment, tu sais? Si on n'a pas conscience, on ne peut pas travailler dessus. Fait que c'est comme l'étape après. Ouais. Tu parles de pas avoir conscience. C'est important, ces modes de protection-là. Les gens, c'est pas par hasard qu'ils ne contactent pas tel ou tel aspect. Et ces résistances-là vont se manifester au niveau du corps, par des ceintures de tension, par des endroits où le ki ne va pas circuler. Et j'aime bien dire aux gens, puis à me le répéter à moi-même, que ces mécanismes de protection-là, c'est nécessaire à un certain moment, mais à la suite, ils nous empêchent d'avancer. Donc, à un moment, c'est nécessaire, puis ça a eu sa place, mais il faut aussi être capable de dépasser ça, puis d'alléger l'armure un peu, se permettre de... Une armure, on ne sent pas les claques, mais on ne sent pas les câlins non plus. Et les gens s'éteignent parce qu'à un moment donné, ils sont tellement pris dans ce carcan-là que justement avoir quelqu'un qui les accueille dans ce qu'ils sont, à travers le toucher, à travers la manifestation de cette armure-là, ces défenses-là, ben c'est justement, ça aide les gens à aller plus loin. Puis souvent, si, comme tu dis, Sophie, ils n'en ont pas conscience, puis après coup, c'est de s'accepter là-dedans,
On a un gros rôle à jouer dans la capacité qu'ils ont à pouvoir explorer ça puis s'accepter. Autant que le psychothérapeute va le faire à un autre niveau, dans l'échange verbal, autant nous, par le toucher, c'est primordial d'accompagner tout ça. C'est des hypothèses, on a des hypothèses. C'est pas un absolu. Personne ne peut changer plus vite qu'on pense aussi. C'est tellement riche. C'est comme si pendant que j'écoute ça, j'ai comme pris un recul, j'ai zoom out, puis j'ai une vision de... Tu sais, c'est presque 20 ans là, que le shiatsu est entré dans ma vie, puis ça nous accompagne, et on accompagne grâce à lui, et c'est tellement riche. Les mots synthèses là, ont une puissance. Les étudiants, en ce moment, je suis rendue là à enseigner les mots synthèses. On a vu l'eau, bois, feu, puis la semaine prochaine, on va la terre, puis ils n'ont même pas encore idée à quel point ça va les accompagner à travers leur vie, les décisions qu'ils prennent, leur vision du monde et comment, évidemment, ils vont accompagner leurs clients, là. Et c'est comme si je réalise, là, en écoutant ça, je me sens buzzée encore une fois. Wow! Mais c'est tellement riche d'avoir cette lunette-là de shiatsu, de médecine chinoise, de Et aimerais-tu juste, Laura, expliquer rapidement qu'est-ce qu'un mot synthèse, de quoi on parle pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la magie du mot synthèse? Ben, de la façon que je leur amène ça, c'est très terre à terre, c'est de dire le mot synthèse va t'indiquer la fonction de cette ligne d'énergie. Elle t'indique sa fonction au niveau physique, mental, émotif. Fait que tantôt, tu as parlé de l'interprète, tu sais, le cœur qui est le chef d'orchestre et notre filtre un peu à travers lequel on interprète la vie, là, l'interprétation. Je pense que tu as utilisé le terme traducteur. Puis c'est notre traducteur des événements qu'on vit, etc., des situations, des lectures qu'on fait, ben on les lit à travers ce filtre de notre être intérieur, et le cœur, c'en est un qui est son mot synthèse, c'est l'interprète. Mais donc, pour moi, on apprend un, ou en fait, il y en a certains qui ont 3 mots synthèse, 3 différentes fonctions qu'on nomme par chacun des organes, donc méridien, ligne de force, etc. Fait que c'est pour ça... mais c'est riche d'avoir ces mots étiquettes un peu, mais en même temps, c'est extrêmement profond. Puis j'ai reçu une cliente cette semaine habillée en blanc, une madame flûtiste. Elle joue de la flûte. Elle vient parce qu'elle a des problèmes à l'expiration. L'expiration est difficile pour elle en ce moment. Puis ils font plein de tests, puis ils ne trouvent pas. Puis ça donnait qu'elle avait un certificat cadeau pour mon shiatsu. Puis moi, je la vois arriver, tous les cheveux blancs, tout en blanc, très digne. Et elle est flûtiste, déjà qu'elle utilise le souffle comme instrument. Je trouve ça très beau. Puis elle me parlait aussi comment pour elle, c'est très difficile de prendre sa place et d'établir ses limites. J'étais comme... Elle nommait toutes les caractéristiques du métal, tu sais, c'était tellement beau de la voir, puis je lui ai reflété ça, je lui ai dit, ah, mais c'est intéressant, en médecine orientale, puis en shiatsu, on a cette vision-là du poumon, constipation, si elle prend pas soin d'elle, tu sais, fait que tout était là. C'était une belle, là, je veux pas la mettre dans la petite boîte, mais c'était comme une petite caricature du métal, c'était beau. Wow, fait que c'est sûr que je partage ça aux étudiants la semaine prochaine pour leur dire, écoutez, j'ai vraiment reçu... la madame métal. La visite du métal. C'est beau. Et à l'automne. À l'automne. Ça la met dans une boîte, c'est ta porte d'entrée. Oui. Ça crée un lien commun, ça crée un dialogue. Puis la personne se sent pas jugée, mais reconnue dans quelque chose qui donne une valeur à ce qu'elle te montre. Elle m'a dit, quand je lui ai nommé ces choses-là, je lui ai parlé de l'idéogramme du métal qui veut dire or, un métaux précieux, d'être capable de reconnaître sa propre valeur et tout ça. Puis là, elle était comme, oh, ça me parle tellement. Puis j'étais comme, justement, ça a permis, c'était notre première rencontre, de créer un lien rapidement. Elle s'est sentie écoutée, que les paroles ont résonné avec elle. Elle s'est super bien abandonnée pendant le soin. Elle était réceptive. Ça a été une très belle rencontre. Comme tu disais tout à l'heure, Stéphane, aussi, des fois,
sais, on va nommer des choses, puis la personne ne va pas nécessairement se reconnaître ou pas, tu sais, mais ça ouvre la discussion. Fait que l'idée, c'est pas non plus de mettre une étiquette pour mettre dans la boîte, absolument, mais des fois, tu commences à, tu sais, ça ouvre des pistes. Puis finalement, les discussions, souvent, qui ressortent de là, même si c'est pas toujours « Ah oui, c'est exactement ça ». Ça nous arrive souvent, les « Ah oui, c'est exactement ce que je vis, je suis contente que tu en parles ». Mais des fois, c'est pas tout à fait ça. Mais ce qui devient riche, c'est la discussion. Tu sais, comme tu disais tantôt, Stéphane, que des fois, c'est après ça, soit avec le corps, il y a une discussion, soit, tu sais, ou par la parole, mais c'est les portes que ça ouvre. Oui. Oui, c'est ça. Moi, ce que je suis en train de réfléchir, parce qu'on parle d'intuition, puis c'est, en fait, l'intuition, c'est ça, c'est être à l'écoute, rester ouvert. C'est ça, n'est-ce pas? Rester ouvert. Parce que, oui, on a plein de connaissances, la théorie ou aussi des choses qui ont été déjà nommées par d'autres personnes, d'autres expériences. Ben, il y en a tellement. C'est comme si on est, moi, je suis thérapeute en shiatsu, j'ai étudié ingénierie, j'ai étudié l'acupuncture, j'ai eu plein d'études. Ça reste dans mon bagage, dans mes connaissances. Mais après ça, je reste ouvert. C'est comme, les gens viennent me voir et disent, ah oui, t'es ingénieur, quel changement de carrière. Mais ça m'ouvre aussi. J'ai toutes ces connaissances-là et j'ai aussi des connaissances que je n'ai pas. Il y a aussi des connaissances que je n'ai pas, mais je reste ouvert. Et quand je suis ouvert et j'écoute, tout ça est possible. Toute la possibilité est là et c'est là que l'intuition prend son chemin. C'est comme, j'ai comme des tentacules, là, des bras, ou je sais pas, là, il y a comme plein de racines qui vont partout. Et si je dirige mon attention à une racine, mais l'intention, l'intuition a moins de place parce que je suis déjà dans une racine, si je vois les choses comme ingénieur, j'ai pas d'intuition, c'est juste comme je suis ingénieur puis je fais ça. Si je vois les choses comme acupunctrice, je vais avoir, mais si je reste ouvert à toutes les connaissances et je écoute ce qui se passe, je observe la nature, c'est là que le mouvement va prendre son chemin, le plus court, le plus rapide, le 6 mois, et ça va venir faire son travail. Ouais. C'est comme ça que je vois l'intuition. Ouais. L'intuition peut être vérifiée par le corps. Je te vois bouger, puis souvent, j'aime tenir petit intestin 11, donc le point posé au poumon 1 dans le dos, sur la scapula, sur l'omoplate. Et admettons que je vois que l'épaule droite est plus vers l'intérieur. Dans mon livre à moi, l'épaule droite est reliée au côté féminin, côté gauche, côté masculin. Bon, il y a d'autres écoles qui disent le contraire, mais j'ai raison. Donc, si pour moi, c'est le côté féminin, lorsque je tiens le point 11 puis je m'aperçois que l'omoplate est plus antérieure, je peux demander dans ma tête, est-ce que la dynamique actuelle a lien avec la protection du côté féminin? Et si l'omoplate relâche dans les secondes qui suivent, parce qu'à travers mon toucher, la question a passé, je peux revenir à la personne puis dire, pour vous, l'aspect de protection du féminin, qu'est-ce que ça résonne pour vous? Pas dire, vous fermez votre côté féminin, vous protégez votre côté féminin, vous avez vécu ça. Ça, là, mais juste, le corps, j'ai l'intuition éduquée que ce côté-là, il est en protection, c'est le côté féminin. Je pose la question, puis soudainement, l'épaule relâche. Est-ce que mon intuition, le toucher, confirme ça? Je peux aller vérifier avec la personne. Ça se fait pas toujours, mais il y a des fois, c'est aussi simple que ça. Vérifier notre intuition, c'est passer à travers le toucher pour demander au corps. Au même titre qu'un quelqu'un qui nous touche avec une intention positive, on va le sentir. Quelqu'un qui nous touche, puis c'est pas clair, même un petit toucher, on n'est pas à l'aise. Dans l'ascenseur, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi c'est vrai à ce niveau-là culturel puis simple, que ça ne serait pas vrai au niveau du lien thérapeutique? Donc, l'intuition peut passer à travers le toucher. Moi, j'aime jouer avec ça peut être vrai aussi pour VB30. On est sur VB30, on fait le méridien de la VB, on arrive près du point 31. Puis 31, on sait que le point fait descendre l'énergie vers le bas. Et si on est sur 31, le 30 VB à la fesse relâche. Peut-être que la personne a besoin de sortir de sa tête et aller plus dans le physique. C'est ce que le corps semble me dire. On peut vérifier, ça fait du sens encore une fois. On peut vérifier ces choses-là. Le mouvement nous le dit, les points nous enseignent. Il y a un relâchement. Donc, V31 VB, c'est descendre le qui vers le bas.
On l'apprend dans Machucha. Mais est-ce que c'est vrai dans le corps? On vérifie, puis on peut poser la question au corps. Et là, oups, le fessier relâche. Ben oui, détends-toi les fesses, puis descends dans ton corps. Hey, sur ces mots rigolos qu'on aime tant nommer, il est déjà midi et 20. Puis moi, je pourrais continuer pendant des heures. Et en fait, ce que ça vous confirme, c'est que tu reviendras nous visiter, Stéphane. Avec plaisir. Oui, bien sûr. Oui, c'est tellement riche. Mais on s'était dit... Avant qu'on dise, j'aimerais qu'on puisse parler de tes projets, Stéphane, de ce qui s'en vient pour toi comme professeur, comme maître de shiatsu. Est-ce que tu veux parler un peu de ce qui s'en vient pour toi cette année, l'année prochaine? OK, comme maître de shiatsu, je ne sais pas, là, comme moi. Non, sensei, je vais pas nous en remettre. On y arrivera bientôt, peut-être, si la vie me porte ça. Mais je vais être à Kel, donc sur la frontière allemande-française au mois de décembre, avec Laura qui va venir m'accompagner parce que c'est un bon groupe. Alors ça, je suis très content de retravailler avec Laura, c'est cool. Est-ce qu'il reste encore des places pour ce... Quelques places. Les dernières informations que j'ai eues, il reste... j'ai pas assez de médidois. Okay. Non, plutôt, c'est le contraire. Il me reste pas. Mais il reste pas grand place. Fait quelques places, mais on pourrait quand même mettre le lien dans les notes, comme ça, s'il y a des gens qui sont curieux, puis qui sont dans ce coin-là, puis qui sont curieux de venir étudier avec toi, ils pourraient avoir la chance. Pardon? C'est en français, c'est pas en allemand que tu donnes les cours. Non, c'est en français, Je vais lâcher Duolingo allemand. My God, j'essayais d'apprendre dans les 2 prochaines semaines. Mais quand on va aller au restaurant, t'es peut-être mieux de parler un peu allemand. Mais en passant, c'est en québécois, hein? C'est en français québécois, donc c'est ça. Mais le monde dit qu'on est savoureux dans notre façon de parler, fait que c'est bien. Quand on veut que ça goûte bon, c'est savoureux, c'est bien parti. Donc, ça va être mobilisation passive. Mobilisation passive et Kanbiki, puis l'étoile yin pour nourrir le yin, parce qu'actuellement, il y a beaucoup, le yang est au max, là, on le voit bien avec les événements, tout va vite. Le stress, donc le yin a besoin d'être nourri de plus en plus. Alors, ça va être 2 ateliers, un pour nourrir l'énergie, puis l'autre pour la mettre en mouvement. Donc, extrêmement complémentaires, les 2 ateliers, 2 jours chaque. Donc, il y a moyen de prendre un atelier et l'autre, mais moi, je vous propose fortement de faire les 2, parce qu'une fois rendu sur place, vous allez le regretter si vous ne faites pas les 2 ateliers. J'aurais dû prendre le 2e. C'est ça. Et l'été prochain, je serai à Pont-Aven pour la 5e fois, je crois. Donc, cet atelier-là va être porté sur... C'est pas vraiment le diagnostic par le toucher, parce que c'est pas de trouver une pathologie, mais de comment percevoir le mouvement de l'énergie. Pour moi, ça, c'est le vrai diagnostic. C'est le percevoir le mouvement puis l'accompagner. Donc, un peu ce que je parlais tantôt, 11 petits intestins. Comment sentir localement, comment l'énergie influence et globalement, et même extra-globalement dans l'environnement. Donc, c'est un atelier qui va justement apprendre à vos mains à percevoir, sortir de votre tête et être dans vos mains. Donc, c'est un atelier qui est très complémentaire. Si vous allez actuellement dans une école qui est plus dans la posture, les katas et tout ça, il n'y a aucun problème parce que ce qu'on va travailler va être complémentaire à ça. Donc, j'ai été souvent en Europe puis je voyais les différences entre les différences de style, les différences d'école. Et je me disais, j'ai le goût d'aller au point commun à toutes ces approches du shiatsu-là. Et c'est Setsushin, c'est le toucher. Donc, 4 jours où les gens vont être dans leurs mains. Et je garantis qu'après cet atelier-là, ils ne toucheront plus de la même façon, puis ils ne percevront plus non plus de la même façon. Le travail avec les points. J'ai envie de dire que pour ceux qui n'ont jamais été à Pont-Aven avec des ateliers qui se font là-bas, c'est tellement une place magique. Vonique fait tellement un bon travail comme hôtesse des ateliers. Moi, je trouve que c'est la place parfaite pour faire comme une sorte de retraite shiatsu. Même arriver un peu avant, puis partir après pour profiter de cette belle coin du monde. La plage, venir de cette plage-là, là, c'est magnifique. C'est froid, là. L'eau est froide, mais c'est quand même magnifique. Là, j'ai adoré être là il y a quelques années.
j'espère que la vie va me donner l'opportunité de pouvoir y aller à nouveau, là, mais c'est ça, moi, je recommande fortement pour ceux qui n'ont jamais été, c'est donner la chance de pouvoir être avec toi en plus, là, ça va être magique, c'est toujours magique. Oui, Vonique, tu l'as fait remarquer, elle fait un travail incroyable, c'est l'organisation. Toutes les années, elle m'étonne, à chaque année, elle se ressource, elle refait des choses nouvelles. Donc là, l'endroit est vraiment magique. Puis c'est la ville des peintres. Donc il y a une énergie à cet endroit-là qui est vraiment particulier. Les gens sont chaleureux. C'est chouette. Et puis, je devrais être en Belgique aussi à l'automne prochain, dans un an. Donc, on est encore parlé actuellement. Donc, la Belgique aussi. Je ne sais pas encore ce que je vais offrir comme atelier. Il faut qu'on en parle. Mais c'est ça, les 2 stages l'an prochain, la France et la Belgique. Et puis, on verra pour le restant. Là, tout bouge tellement rapidement actuellement. Mais c'est ça, l'enseignement, de plus en plus, je vais axer sur le senti. J'ai enseigné 25 ans chez Kinéconcept, toutes les katas et tout ça. Donc, je suis un peu en dehors de ça maintenant. Pas que ça n'a pas sa place et c'est pas important, mais je veux vraiment être plus dans un peu tout ce qu'on a parlé actuellement. Mais ramener les thérapeutes à développer leur confiance en eux, puis à percevoir les besoins des gens. C'est quoi le besoin de la personne et en faire moins pour plus de résultats. Parce que less is more. Ouais. Un grand merci, ça a été vraiment génial. Puis n'importe quand, ça me fera plaisir de revenir vous visiter. Merci de votre invitation. Merci, c'était un très bel échange, très riche. Je vous aime. On se revoit bientôt. Merci beaucoup. Puis à bientôt, Stéphane. Et bonne continuité. Je vous embrasse. Merci, toi aussi. Bisous.